Nous continuons dans notre série consacrée à la gestion des conflits dans le couple. Et aujourd'hui, nous allons parler des bases d'une bonne résolution des conflits. Donc, je vais énumérer, je dirais, les différentes étapes pour bien régler, pour bien gérer les conflits dans le couple. Et aujourd'hui, nous allons parler des 2 premières étapes et la semaine prochaine, nous allons continuer. Donc d'abord, je vais présenter tout le processus et puis après, nous allons prendre les étapes une par une pour partager tous les outils, tout ce qu'il faut pour pouvoir bien les mener. Mais avant, je vais prier pour confier ce moment entre les mains du Seigneur. Tendre Père, merci pour cette occasion que tu nous donnes encore de nous retrouver autour de ce thème consacré à la gestion des conflits. Saint-Esprit, toi qui enseignes, toi qui as les paroles de la vie, toi qui peux donner une parole pour transformer la vie de quelqu'un, je prie que tu prennes le contrôle de ce moment et que tu parles toi-même à tes enfants, parle à leur cœur, leur permettre véritablement de pouvoir recevoir ce dont ils ont besoin pour pouvoir vivre une vie de couple, une vie de foyer harmonieuse, une vie qui est stable, qui est solide, parce que nous avons besoin, pour que ton royaume avance, d'avoir des familles stables, solides, qui soient à même d'être des modèles de vie pour ceux qui les entourent et ainsi les amener, les attirer à toi. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce temps, pour ce moment, pour ces minutes que nous allons passer ensemble. Utilise ce canal, utilise ma voix, utilise-moi pour parler à un couple qui est dans l'épreuve, dans la crise, dans le conflit, qui pense même à se séparer. Donne-leur des pistes de solutions, donne-leur des idées, donne-leur de pouvoir prendre la résolution, de trouver une solution afin que leur union puisse demeurer. Merci parce que tu diriges toi-même ce moment par ta puissante main. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc, quelles sont les bases d'une bonne résolution des conflits? Il y a 5 choses importantes, je dirais 5 étapes importantes qu'il faut utiliser pour gérer convenablement un conflit. Souvenez-vous de ce que j'ai dit, le conflit en lui-même n'est pas le problème, c'est la manière dont on le gère qui peut constituer un problème, parce qu'il y a une manière constructive de gérer un conflit et il y a une manière destructrice également de gérer un conflit. Donc, pour une bonne gestion, pour une gestion constructive, la première chose, c'est d'identifier la source du conflit. C'est pour ça qu'on a pris le temps, la semaine dernière, d'insister sur quels sont les grands types de sources de conflit. Et aussi, après, on a pris quelques illustrations, quelques domaines pour illustrer. C'est important d'identifier la source du conflit. Vous savez que dans toute méthode de résolution de problèmes, dans toute méthode où on veut parvenir à un résultat, trouver une solution à une problématique, c'est important d'identifier clairement la problématique. Sinon, on va trouver une solution qui n'est pas la bonne solution puisqu'on n'a pas identifié le bon problème. Donc c'est important, la première étape, identifier la source de conflit. Bon, aujourd'hui, je ne vais pas trop insister sur cette étape parce qu'on en a déjà suffisamment parlé la semaine dernière. Donc, quelle est la source du conflit? Il faut prendre le temps de voir quel est véritablement le problème. Parfois, comme je l'ai dit la semaine dernière, un mari qui n'est pas content de l'intimité sexuelle avec sa femme ne va pas parler de ça directement. Il va dire qu'elle ne prépare pas bien, il va dire qu'elle ne s'occupe pas bien de la maison, il va dire qu'elle ne le respecte pas. Ça, ce n'est pas la source du conflit. La véritable source du conflit, c'est qu'elle se refuse à lui. Donc ça, il faut mettre le doigt sur la véritable source. Et ça, c'est la première étape. Une fois que ça c'est fait, on passe à la deuxième étape qui est d'établir une communication efficace. Et je vais revenir là-dessus tout à l'heure pour partager avec vous ce que j'entends par communication efficace. Une communication ouverte. La troisième étape, il faut trouver une solution qui soit mutuellement acceptable. Parce que ça ne sert à rien
de régler un conflit qu'il y a entre deux conjoints et puis l'un a l'impression qu'il a perdu et l'autre a l'impression ou bien l'autre croit qu'il a tout gagné. La solution que vous devez trouver au conflit doit être une solution qui soit acceptable pour les deux. Sinon, cette solution-là ne va pas tenir dans le temps. Si je prends un exemple, on est en désaccord sur la gestion de nos finances. L'un veut dépenser l'argent parce que selon sa conception, l'argent c'est pour vivre. L'argent c'est pour se faire plaisir. L'argent c'est pour aujourd'hui, demain, on verra. Il y a des personnes qui ont des manières de raisonner comme ça. Donc, elle, c'est sa conception. Ça ne sert à rien de mettre de l'argent de côté parce qu'on ne sait pas. Pour pouvoir dépenser cet argent demain, il faut déjà être vivant. Donc, si le conflit, par exemple, c'est dans ce domaine et qu'il y a un qui veut dépenser tout l'argent que le couple gagne aujourd'hui pour se faire plaisir aux enfants, voyager, acheter tout ce qu'on veut. Et puis l'autre dit non, 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 moi, je ne veux pas. Dans ma conception, il faut épargner, il faut mettre l'argent de côté parce que non seulement on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais ensuite il y a les vieux jours, mais ensuite il y a l'école des enfants. On sait aujourd'hui combien coûtent les études supérieures pour les enfants. Donc il ne faut pas gaspiller l'argent qu'on a aujourd'hui. Il faut l'investir, il faut le mettre de côté. Donc ça, par exemple, c'est une différence de conception par rapport à la gestion de l'argent. Si la solution que les deux trouvent à ce conflit-là n'est pas acceptable pour les deux, si c'est celui qui veut épargner, qui impose sa volonté à l'autre, ça va pas, le conflit va ressurgir. Celui qui veut dépenser, lui, va continuer à vouloir dépenser. Il va peut-être se cacher, il va peut-être, je ne sais pas comment, mais il y aura toujours conflit. Parce que celui qui ne veut pas dépenser va toujours trouver que l'autre dépense trop, gaspille l'argent, etc. Donc, source de conflit. Celui qui dépense aussi va trouver que l'autre est trop radin, trop avare. Donc, le conflit, il faut que la solution contente les deux. Donc, il faut une solution mutuellement acceptable. Sinon, on n'aura pas réglé le problème. Quatrième point, quatrième étape, il faut faire preuve de patience. Parce que si, par exemple, la résolution du conflit implique que l'un des conjoints doit changer sa manière de voir les choses, doit faire des ajustements, doit mettre de l'eau dans son vin, doit en fait laisser tomber, changer une façon de faire qui est liée par exemple à sa personnalité, liée à son tempérament, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc il faut que les deux puissent faire preuve de patience, d'empathie, de tolérance pour que la solution qu'ils ont imaginée ensemble puisse vivre. Donc par exemple, si je reviens sur l'exemple du couple où l'un dépense, l'autre ne dépense pas, si la solution par exemple qu'ils ont trouvée, c'est de faire un budget qui permet quand même de vivre, de se faire de petits plaisirs, mais de ne pas exagérer et pouvoir aussi en même temps mettre de l'argent de côté, épargner. C'est le compromis qu'ils ont trouvé. Il faut pouvoir laisser le temps à celui, par exemple, qui dépensait beaucoup, de s'ajuster. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'il va cesser. Et donc, il faut laisser la chance à la solution de s'implanter, d'être mise en œuvre. Et pour ça, il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup d'empathie, il faut beaucoup de tolérance. Et dernière étape, par rapport à cette manière de gérer le conflit, il faut faire un suivi régulier de la situation pour voir est-ce que, dans le cas, l'exemple que j'ai donné, le budget que nous avons mis en œuvre fonctionne. Est-ce qu'on le respecte? Parce qu'on peut dire, bon, on n'est pas d'accord sur la manière dont on gère nos finances. On s'assoit, on discute, on essaie de se comprendre, on communique et finalement, on trouve un compromis. On matérialise ce compromis dans un budget. Et puis, au bout de 6 mois, on se rend compte que le budget, on n'a même pas respecté ce qu'on a prévu. On a complètement dérapé par rapport au budget. Il faut pouvoir ajuster.
il faut pouvoir s'assurer que la solution qu'on a mis en place fonctionne, parce que c'est ça qui va permettre de régler le problème une bonne fois pour toutes. Donc, voilà, présenter les 5 étapes. 1. Identifier la source du conflit. Donc, on en a parlé en long et en large la semaine dernière, donc on ne va pas revenir là-dessus. 2. Il faut établir une communication efficace. Qu'est-ce que ça veut dire, établir une communication efficace? D'abord, il faut noter que la communication joue un rôle important dans les relations d'une manière générale, mais surtout les relations en situation de crise, en situation de conflit. La communication est quelque chose d'essentiel. C'est pour ça que tout couple doit maîtriser la communication, doit maîtriser les techniques de communication, parce que il y a des techniques. C'est pas tout, on fait comme on veut, on parle comme on veut, on dit non, moi, je communique comme je veux, mon ventre n'est pas valise, etc. Il y a des techniques. C'est pas communiquer efficacement, c'est pas venir babader dans tous les sens et dire on a communiqué. Non. Donc, le premier élément d'une communication efficace, c'est ce qu'on appelle l'écoute active. L'écoute active. L'écoute active, c'est d'accorder une attention pleine et entière à l'autre en étant ouvert et réceptif à ses pensées, à ses sentiments et à ses besoins. C'est ça l'écoute active. Accorder à l'autre une attention pleine et entière et être attentif à ses sentiments et à ses besoins. Souvent, quand on est en conflit, quand l'autre parle, on ne l'écoute pas. On est en train de réfléchir à ce qu'on va dire pour contrer ce qu'il est en train de dire. Ça, ce n'est pas de l'écoute active et ce n'est pas une manière de communiquer efficacement. Il faut, dans une écoute active, essayer de se mettre à la place de l'autre pour comprendre pourquoi il agit de telle ou telle manière, pourquoi il a tel ou tel sentiment, pourquoi il réagit. Donc, il est en train d'expliquer, il faut écouter activement. Il faut prendre le temps de bien comprendre ce qu'il est en train de dire. Il ne faut pas être en train de réfléchir à ça, ce qu'il est en train de dire là, je ne suis pas d'accord. Donc, comment je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire pour le contrer? Qu'est-ce que je vais dire pour lui montrer que non, il a tort? Non. L'écoute active, c'est prendre le temps d'écouter l'autre et de véritablement comprendre. Quand on parle d'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre, à s'identifier, à se dire, bon, peut-être moi, je ne réagis pas de la manière dont l'autre réagit. Je ne ressens pas les choses de la manière dont l'autre le ressent, mais être empathique, c'est arriver à sortir de ma position, de ce que je suis, pour me mettre à la place de l'autre, pour essayer de comprendre un peu comment il vit les choses, comment il reçoit les choses. Et ça, c'est l'écoute active. Dans l'écoute active, il y a des techniques. Une technique, c'est la reformulation. Pour s'assurer que j'ai bien compris ce que la personne a dit, quand il aura fini de parler, je vais lui dire, bon, donc c'est-à-dire que tu es en train de me dire telle chose. S'il dit non, c'est pas ce que j'ai dit, ça veut dire que soit vous n'avez pas bien compris ce qu'il a dit, ou bien lui-même n'a pas bien exprimé aussi ce qu'il a dit. Donc la reformulation pour dire, ah, tu veux dire que ceci, ce que tu as dit là, ça signifie que cela, voilà. Donc, dans l'écoute active, il y a la technique de la reformulation, il y a la technique également de la clarification. Tu as dit telle chose, je n'ai pas bien compris, est-ce que tu peux répéter? Est-ce que tu peux clarifier ta pensée? Est-ce que tu peux redire ça d'une autre manière? Parce que je ne comprends pas bien. Troisième technique, c'est ce dont j'ai parlé, l'empathie. Se mettre à la place de l'autre. Ça, c'est difficile. Et c'est la chose la plus difficile. Mais c'est la chose aussi qui est vraiment indispensable pour que l'autre se sente compris. Souvent, dans les conflits, c'est ça. On a l'impression qu'on n'est pas compris. Chaque conjoint campe sur sa position et a l'impression que l'autre ne le comprend pas. Or,
Ce n'est pas parce que je comprends que je suis forcément d'accord, mais au moins, je fais l'effort de comprendre. Parfois, on est tellement buté, on est tellement arc-bouté sur ce que nous, on pense. Et on estime que ce que nous, on dit, ou ce que nous, on fait, c'est la vérité, qu'on ne prend même pas la place, la peine d'écouter l'autre attentivement pour essayer de comprendre ce qu'il est en train de dire, ce qu'il est en train d'exprimer. Donc ça, c'est le premier élément, l'écoute active. Deuxième élément, pour avoir une communication efficace, ouverte, il faut savoir exprimer ses besoins et ses sentiments. De manière claire, de manière respectueuse, pas en insultant l'autre, pas en disant mais toi tu ne comprends jamais rien, voilà, tu as encore fait ci, tu as encore fait... Non, c'est pas que tu as fait quelque chose. Voilà ce que je ressens, voilà ce que tu as dit, la façon dont je l'ai reçu. Voilà l'effet que cela a eu sur moi. Donc, c'est important d'exprimer ce qu'on a ressenti, nos sentiments, nos besoins. Si je dépense autant de l'argent, c'est parce que j'en ai besoin, parce que j'ai besoin de faire ces dépenses-là pour avoir le sentiment que je prends soin correctement de ma famille. Et que l'essentiel, ce n'est pas des mots. Effectivement, il faut que l'autre, que chacun puisse, dans cette communication efficace, être honnête, être ouvert, être en mesure d'exprimer ses sentiments et ses besoins de manière claire. Ça, c'est très important parce que souvent, dans le cadre du couple, il y a beaucoup de besoins qui ne sont pas satisfaits. Il y a beaucoup d'attentes qui ne sont pas comblées. Mais ces besoins et ces attentes ne sont pas exprimés clairement par le conjoint qui estime que son besoin n'est pas comblé. Mais si je ne sais pas ce dont tu as besoin, si je ne sais pas ce que tu attends de moi, comment je peux le combler de manière efficace? Donc c'est important que tu m'exprimes clairement ce que tu attends, ce que tu veux, ce que tu ressens. Et souvent même en étant factuel, voilà ce que je veux que tu fasses. C'est pas par exemple, une femme va dire, bon, tu ne m'aimes pas. Toi, tu ne manifestes jamais de l'affection. Tu ne réponds pas à mon besoin d'être aimé, d'être écouté. Dans le dialogue, quand je te parle, bon, mais qu'est-ce que je dois faire? Il faut pouvoir dire, voilà mon besoin, voilà mes attentes, voilà ce que j'attends de toi pour que ces besoins soient comblés ou que cette attente-là soit satisfaite. Parce que d'une personne à l'autre, même si le besoin est identique, peut-être qu'on n'a pas la même manière de souhaiter que le besoin soit comblé. Donc, il faut être le plus explicite possible, le plus clair possible, mais aussi tout ça dans le respect. C'est important. Exprimer ce qu'on veut, savoir gérer ses émotions aussi dans ce cadre. Je pense que je vais revenir un peu plus en avant sur tout ce qui est, toute cette technique de gestion des émotions, d'assertivité, de reformulation avec des exemples concrets. Bon, je pense que je ferai une émission spéciale sur la communication parce que la communication est quelque chose de crucial dans la résolution des conflits. Donc, ensuite, il faut pouvoir, comment je peux dire ça? On est en train de voir comment établir une communication ouverte et empathique. C'est important de savoir gérer ses émotions dans le cadre de cette communication. C'est important de savoir gérer sa manière de parler. C'est important de savoir gérer l'attention qu'on accorde à l'autre. Vous savez, dans la communication, on dit dans la communication, ce qu'on dit ne pèse que 15% dans la communication. Tout le reste, c'est du non-verbal. C'est la manière dont on réagit, c'est les mimiques qu'on fait. Quand l'autre est, par exemple, en train de parler de ses sentiments, de ses besoins, tu fais une mimique qui lui fait comprendre que tu ne la crois pas. Ou bien
qu'est-ce qu'elle est en train de dire exactement. Voilà. Tu n'as pas parlé, mais tu as fait du non-verbal qui pèse dans la communication. Il y a aussi le ton. La même phrase prononcée sur 2 tons différents n'a pas le même effet. Donc, tous ces éléments de la communication, on doit les maîtriser pour pouvoir communiquer de manière efficace. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je veux qu'on prenne le temps de, comment je peux dire, d'intégrer, d'absorber ce que je suis en train de dire. Il faut avoir, dans le cadre de la gestion des conflits dans nos couples, une communication efficace. Et pour ça, il y a des techniques. Et ces techniques-là, il faut les maîtriser. Ces techniques-là, il faut les connaître. Ces techniques-là, il faut les mettre en pratique. Souvent, on les connaît parce que c'est des choses, peut-être qu'on nous apprend, par exemple, dans le domaine professionnel. Si tu es un manager, par exemple, on t'apprend des techniques de communication, comment tu vas recadrer ton collaborateur, comment tu vas l'évaluer. Et on connaît ces techniques-là, mais on ne les met pas en œuvre dans le cadre de nos couples. Quand on revient à la maison, tout ce qu'on a appris, on jette ça à la poubelle et on se comporte avec sa femme ou bien avec son mari comme si ce n'était pas une personne digne d'être écoutée, digne d'être comprise. Donc c'est important, une communication efficace. Comme je l'ai dit, je vais revenir, pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on va continuer à dérouler les différentes étapes. Donc aujourd'hui, on a vu identifier la source de conflit, établir une communication ouverte. La semaine prochaine, on va parler de trouver une solution mutuellement acceptable. Comment on parvient à un compromis? Qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir, face à un problème, face à disons, 2 positions diamétralement opposées, comment parvenir à une solution qui soit satisfaisante pour les deux? C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Et je pense que si on a le temps aussi, on va voir comment il faut faire preuve de patience pour que la solution se mette en œuvre, s'installe de manière correcte, de manière pérenne. Donc voilà, je vais m'arrêter là et je vais prier pour terminer. Seigneur, merci pour ce temps, merci pour tout ce que tu as permis de partager avec tes enfants. Je prie que cela fasse un déclic dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme qui se pose des questions sur sa manière de communiquer. Est-ce que j'utilise le bon ton, les bons outils? Est-ce que j'écoute activement? Est-ce que je sais reformuler? Est-ce que je fais preuve d'assertivité? Est-ce que je fais preuve d'estime de l'autre? Est-ce que Seigneur, toutes ces questions, chacun d'entre nous se les pose et de soumettre sa manière de communiquer. Oui, la communication est un art et il faut que tes enfants, dans leur relation de couple, maîtrisent cet art, maîtrisent cette manière pour que véritablement la paix et l'amour, la joie soient le partage de tous les foyers chrétiens. Béni sois-tu, Saint-Esprit, toi qui connais tout, esprit de sagesse, esprit de conseil, esprit d'intelligence. Communique la sagesse, communique l'intelligence, communique la connaissance à tes enfants. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.